Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralebiya. Bienvenue en ce lundi 16 janvier. Tant bien que mal, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez, likez, commentez. Et merci encore une fois pour vos analyses et puis toutes les informations que vous nous envoyez, car c'est aussi vous qui faites l'information et nos invités ce soir. Le titre de l'émission: Macron, président français, entre guillemets, on va revenir sur cet entretien qu'il a donné notamment à l'écrivain Daoud. Sans tabou, il s'exprime. Je ne demande pas pardon à l'Algérie, dit-il. Donc un entretien qui fait plusieurs pages, dont il parle bien évidemment de l'Algérie, mais pas que. Dans Le Point, quotidien hebdomadaire Le Point, confrère ici en France, donc paru mercredi dernier, le 11 janvier. Le président français a décortiqué sans tabou plusieurs sujets. Il signale d'ailleurs d'emblée que, je cite, prendre la parole sur l'Algérie est potentiellement périlleux, mais indispensable, dit-il. L'Algérie constitue un risque politique, car, entre autres raisons, la guerre d'Algérie, dit-il, est une matrice, je cite, des familles politiques françaises. Le candidat 2017 que j'étais, dit le président français, l'avait sans doute sous-estimé, mais aujourd'hui, je me suis détaché de tout cela. Dit-il, il y a une volonté d'avancer de la part des Algériens et du président Tebboune, mais cette volonté algérienne, parallèle à ce qui s'accomplit en France, suit son propre chemin et son rythme. Il parle aussi d'une volonté réelle du président algérien d'entamer une nouvelle étape. Demander pardon, c'est un solde de tout compte. Nos invités vont réagir ce soir là-dessus. Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet. Le mot romprait tous les liens. C'est une question aussi. J'anticipe à nos invités. Est-ce que demander pardon, ça couperait vraiment tous les liens? Il explique aussi que le pire serait de conclure. On s'excuse et chacun reprend son chemin. Là, la fausse réponse est aussi violente que le déni, parce que dans ce cas, ce n'est pas la vraie reconnaissance. C'est le solde de tout compte, je vous le disais il y a quelques instants, à propos du président algérien. Emmanuel Macron espère qu'il pourra venir en 2023 en France. On sait que le président algérien a beaucoup de mal à s'offrir un bain de foule en Algérie. Comment peut-il venir en France aujourd'hui avec tout de même ce mouvement et puis cette relation particulière qu'il y a avec la diaspora, cette crise de confiance, ce hirak aussi qui existe toujours, d'abord tous les dimanches, mais aussi parfois à Lyon, à Marseille ou encore à Lille. On peut imaginer une réaction tout de même de la diaspora ici en France si il était amené que le président algérien rendait visite à son homologue français. Pour le peuple français, ce sera l'occasion de comprendre des réalités souvent cachées. De quelle réalité parle le président français? Sur le plateau, avec nous, Jamel Guessoum, président du Centre de recherche sociale ici en Ile-de-France, notamment à Saint-Denis, à Paris. Bonsoir, cher Jamel Guessoum. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Gamal Abina, président fondateur du mouvement des droits civiques, analyste politique. Vous êtes spécialisé aussi sur des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir et encore merci pour l'invitation. Merci. Journaliste, membre de Riposte International. Je salue encore une fois Riposte International et toute son équipe pour le travail que cette ONG fait en France auprès de la diaspora algérienne, mais pas que, aussi pour le Maghreb, aussi à l'international, notamment auprès des personnes dont les libertés sont bafouées. Boukhalifa Ben Mahamar, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités que je vois pour la première fois. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, qu'ils soient ici ou de l'autre côté. On va parler des relations donc franco-algériennes. On va donner le ton tout de suite. Vous allez réagir tout de même sur l'ancien ambassadeur. On en a parlé longuement cette semaine dans la rétro-info qui a eu lieu samedi. Mais c'est important juste d'écouter cet extrait. Il n'y va pas de main morte. Je voudrais tout de même avoir votre réaction.
Alors voilà, bon, ici on a le point, voici le titre du point. Emmanuel Macron, je ne demande pas pardon, voilà, à l'Algérie. On va y revenir ce soir, c'est aussi le titre de l'émission. Voilà, vous l'avez compris, hein, entretien donc donné à l'écrivain, notamment Daoud. On va maintenant écouter la vidéo numéro 8, on l'a entendu notamment la semaine dernière, même dans la rétro-info de la semaine, où l'ancien, voilà. La réalité algérienne n'est en effet pas celle qu'on nous décrit. Le régime corrompu de Bouteflika est tombé en 2019. Et après des soubresauts, comme dans toute révolution, l'Algérie issue du Hirak Béni serait, nous dit-on, progrès, stabilité et démocratie. Or, tous les observateurs objectifs constatent que depuis 2020, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire, formé, on l'oublie, aux méthodes de l'ex-URSS, brutal, tapi dans l'ombre d'un pouvoir civil, sans doute autant affairiste que celui qui l'a chassé, obsédé par le maintien de ses privilèges et de sa rente, indifférent aux difficultés du peuple algérien. Messieurs, une réaction, un ancien ambassadeur qui a vécu 7 ans en Algérie, qui connaît tout de même les rouages du système algérien. Alors encore une fois, c'est aussi une question qui s'est posée la semaine dernière. Il y a ces relations franco-algériennes, il y a ses intérêts aussi, mais il y a aussi ici une réalité, ou pas, vous allez réagir, une réalité en tout cas exprimée par un ancien ambassadeur qui n'est plus aux fonctions, bien évidemment. La question s'est posée, est-ce qu'il aurait pu s'exprimer? Mais on peut aussi se rendre compte que quand on est ambassadeur français à Alger, on ne peut pas dire ces choses, mais aujourd'hui, cette personnalité qui n'est plus aux fonctions, qui n'a plus des hautes fonctions, s'exprime comme ça librement. Je vous invite vraiment à retrouver nos émissions et vous allez pouvoir entendre tous les extraits qu'il a pu donc donné au Figaro la semaine dernière. Jamel Guessoum, l'Algérie en prend, le pouvoir algérien, le système militaire en prend plein pour son grade. La France commence à en avoir marre les sénateurs américains, l'Europe, en avoir marre de ce système, pour en parler à chaque fois comme ça. Alors, 3 éléments très rapides. Tout d'abord, lorsqu'il indique observateur objectif, je voudrais bien savoir de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Secondement, être ambassadeur en Algérie et observer effectivement ce qui peut s'y passer n'est pas forcément en soi une preuve de moralité. La preuve, l'ambassadeur Bachelet qui a été mis en examen pour tentative d'extorsion n'est pas l'exemple type et pourtant il a été ambassadeur. Donc être ambassadeur n'est pas forcément une preuve ou un élément distinctif en termes de moralité ou de moralisation. La troisième question que je me pose, c'est mais qu'est-ce que cet ambassadeur a fait au moment où il était en poste pour améliorer non seulement les relations entre la France et l'Algérie, et comme je sais que la France s'implique beaucoup dans les affaires intérieures algériennes, qu'a-t-il fait ou qu'aurait-il fait pour accompagner les associations sur place, même si je suis contre, et améliorer quelque peu, je dirais, l'expression démocratique ou la lutte contre la corruption. Donc beaucoup de questions en suspens, je le dis et je le répète et j'en terminerai là. C'est facile de parler après coup de choses et d'autres et de venir donner des leçons de morale. Alors ça c'est sur la forme, mais une réaction maintenant sur le contenu. Est-ce qu'on peut donner aujourd'hui un minimum c'est la question qui se pose ce soir, un minimum ou pas de crédibilité, notamment à ce dont on parle. Mais Emmanuel Macron en a parlé aussi, d'un système politico-militaire. Le mot crédibilité, c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est le mot exact. De mon point de vue, je n'y accorde pas tant de crédibilité que cela, parce que, effectivement, du temps de Bouteflika, et c'est pour ça qu'il y a eu le Hirak, et que nous avons, nous, au sens impersonnel, atteint l'objectif principal qui était non au 5e mandat, les choses, de mon point de vue, de ce que je peux en voir, s'améliorent. Donc, nous sortir Bouteflika en 2022 et lancer, d'après des observateurs objectifs, c'est vraiment très léger de mon point de vue.
Gamal Abina, une partie des Algériens, une grande partie parce qu'ils étaient quand même dans la rue pendant plusieurs mois. Ils sont encore aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'en Algérie c'est très compliqué de sortir et de s'exprimer aujourd'hui, hein, quand on est soit hirakiste, révolutionnaire ou une simple maman qui veut sortir pour exprimer notamment ses émotions et ses souhaits. Mais le Hirak a dénoncé ça. Certains chefs d'État, notamment le président français, on va en parler ce soir. Comment vous analysez cette sortie d'un ancien ambassadeur? J'ai envie de dire simplement que, alors, il y a des choses qui vont pas en Algérie, on le sait, il y a des choses qui s'améliorent aussi, il faut le reconnaître, puisque les conditions macroéconomiques se sont largement améliorées, ce qui fait que l'État peut investir de l'argent, et on le voit effectivement arriver au fur et à mesure. On espère que ça va porter ses fruits. Il y a un système qui est relativement verrouillé, on le sait, mais de la part de cet homme, je trouve ça intolérable, pour deux raisons. C'est pas la seule sortie tordue qu'il a eue, et je dis bien tordue. J'utilise ce terme à dessein. Il en a eu plusieurs autres. C'est pas la première fois qu'il attaque l'Algérie, mais étrangement, ce même ambassadeur qui était nommé 2 fois en Algérie, il faut le rappeler, la dernière fois, c'était assez récent finalement, n'avait aucune critique à formuler après être sorti de sa fonction d'ambassadeur quand c'était l'ère Bouteflika. On l'entendait pas dire ça, il n'y avait rien. Pourtant, le Hirak n'était pas passé par là, bien évidemment. Donc, tant que ça allait dans le sens de la France, avec des incointances, avec des malversations, avec de l'argent qui sortait en cascade, il n'y avait pas de problème. Là, aujourd'hui, les relations changent parce que l'Algérie est en train de changer sa relation avec la France et surtout avec d'autres pays européens. Donc là, ça lui pose problème. Et comme par hasard, au moment où la France a besoin de gaz et de pétrole, il tire à boulet rouge. Alors pourquoi je n'aime pas les propos de ce monsieur? D'abord parce qu'il est hypocrite. C'est pas normal d'avoir ce genre de propos. Et surtout parce qu'il a aussi fait des annonces récentes. J'ai encore lu ces dernières élucubrations. Il expliquait que l'Algérie est un système qui est en fin de vie, qu'il allait s'effondrer, que l'économie ne tenait pas. Alors qu'il faut être honnête sur un point. Même si le système ne fonctionne pas bien, et on sait qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, les données macroéconomiques, donc la grande économie pour faire simple, sont saines. L'Algérie n'est pas endettée, n'a aucune dette extérieure. L'Algérie a de l'argent qui rentre en cascade comme jamais. Le gaz est multiplié par 10. Et ce monsieur nous explique que ça ne va pas aller. Donc je veux bien entendre des critiques, et les critiques on peut les entendre de la part de gens objectifs. Mais cet homme qui ne disait pas mot encore à l'époque de Bouteflika, aujourd'hui nous tire à boulet rouge après le Hirak en expliquant que ce pays est catastrophique. Bien, je peux tout entendre de la part d'un ambassadeur de n'importe quel pays, pas lui. Mais si on sort, alors je comprends un peu votre colère peut-être contre Xavier Driancourt, mais maintenant si... Effectivement, ça c'est un élément important. Je l'ai rencontré une fois à Paris. Hein. Bon, c'est un élément important qu'il faut évoquer. Mais maintenant, on a tout de même un peuple algérien qui revendique ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, une certaine réalité? Est-ce que le pouvoir algérien ne se situe pas dans cette situation? Soyons tout de même équilibrés, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais je ne pense pas que... Bon, d'abord, les militaires, enfin les invités qui étaient là, notamment la semaine dernière, disaient clairement que Xavier Driancourt n'apprenait rien aussi aux Algériens et aux Algériennes, en tout cas une grande partie, hein, pour ne pas généraliser. Donc si on se met aussi dans cette situation-là, c'est peut-être un brin d'espoir au Hiraki. En aucun cas, pas de la part de cet homme. Cet homme a composé avec l'ancien système, il n'a rien à dire. Moi, je vais être très clair, quand on dénonce quelque chose, il faut être à minimum sain. Il a eu aucun problème à prendre de l'argent pour être ambassadeur et ne pas dénoncer l'ancien système, il était donc complice. Et quand le système change et qu'il n'est plus, je parle vraiment des rapports géopolitiques, qu'il est moins favorable à la France, on voit bien que la France a été mendiée du gaz l'été dernier, et c'est pour ça que ça se radicalise d'ailleurs, eh bien il n'aime pas ça. Je veux dire simplement que cet homme n'a pas le poids pour le dire. On peut dire des choses, on peut critiquer un système, mais pas de sa bouche. Mais pas lui en tout cas. Tout à fait. Pas lui peut-être. En tout cas, aujourd'hui, on a un ambassadeur français, ça aurait pu peut-être être un autre ambassadeur, peut-être qu'il va y avoir d'autres sorties, hein, on en parlera. Les Algériennes, Boukhalifa Ben Mamal, vous êtes bien placé pour le savoir, vous êtes hirakiste, vous êtes à riposte internationale, dénonce, oui bien sûr, vous êtes dénonce à des niveaux différents, mais vous dénoncez ça, en tout cas ce qu'il dit, il parle de ce pouvoir militaire, d'abord il parle de brutal, qui a montré son vrai visage. Excusez-moi de mettre une petite pointe d'humour, mais les ambassadeurs ne sont plus ce qu'ils étaient, comme disaient certaines personnes. Mais par principe et par tradition, c'est-à-dire qu'un ambassadeur, quand il est en poste dans un pays, c'est pour gérer les intérêts communs avant tout de son pays. Il ne pouvait pas s'exprimer comme ça. Alors, mais il était 2 fois ambassadeur, il y a une période de vacances. Effectivement, le devoir et l'obligation de réserve qui est censé être la sienne. Et on connaît beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de diplomates qui, même après leur fin de mission, observent une certaine réserve. Et quand ils émettent des opinions, elles sont assez mesurées et puis elles restent... voilà.
Je pense qu'il y a quand même... moi, je ne défendrai jamais je fais le distinguo entre l'Algérie et le régime. Donc aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on perde de vue que si c'est le régime qui en prend pour son grade, je pense que l'Algérie n'en prend pas, mais si on analyse un petit peu en fond les propos qu'il a tenus, je pense qu'il faudra aussi lire entre les lignes. Donc il impute une certaine responsabilité à la société qui est un peu à la traîne, qui ne fait pas sa propre révolution. Enfin, il s'en prend quand même assez violemment au régime, un régime indifféremment du quotidien des Algériens. On va demander à Karim en régie peut-être de nous diffuser en parallèle, de faire défiler de quelques minutes, ce que, entre autres, il a donné plusieurs extraits, mais il s'en prend quand même violemment au régime. Il parle d'un système politico-militaire. Mais ce que je vais développer un peu, au risque d'en surprendre quelques-uns, il y a un tir croisé qui est fait depuis les sénateurs américains, les 17 eurodéputés qui font tout ça. Bon, moi je ne vais pas mâcher, je dis les mots et je les assume, je les prends à mon compte. Donc vous avez un très fort lobbying marocain qui va dans ce sens-là, qui, encore une fois, chers camarades, excusez-moi si je viens à la rescousse du régime en le disant ainsi, mais c'est une triste réalité qui est là. Ceci dit, quand je dis ça, je n'invite pas à prendre une certaine direction ou une autre. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez notre voisin qui met plus de 50 millions de dollars dans l'effet du lobbying, ce qui explique en partie et très en partie ce qui est en train de se passer, le tir croisé n'est pas né ex nihilo, il ne vient pas de nulle part. La conjoncture depuis à peu près 5-6 mois, elle tourne autour de cela. Merci Bouhalfa Belmama de ces réactions. C'est lié, bien évidemment. On vient de vivre maintenant un peu plus d'un an. Hein. Ça avait commencé déjà en octobre 2021. Hein, ces relations très, très tumultueuses. Le je t'aime moi non plus, le chat à la souris. D'abord un mot, ces relations, enfin, à vrai dire, on commence à n'y comprendre plus rien. Alors là, on a un président français qui dit clairement, il est hors de question de pardonner. Il y a eu ces rencontres tout de même dernièrement, 29-30 août, où on a quand même de présidents qui se sont salués, qui s'aiment. Apparemment, vous allez répondre, est-ce qu'ils s'aiment vraiment voilà, alors que pendant 10 mois, alors il y a toute une série d'annonces et de réponses et de stopper le circuit aérien, etc. Vous connaissez ça par cœur. Jamel Guessoum, ces relations pour vous, franco-algériennes, avant d'évoquer cette nouvelle sortie d'Emmanuel Macron? Alors, une des particularités des relations franco-algériennes par rapport aux relations internationales, notamment en 2023, c'est que, compte tenu du fait qu'il y a une forte diaspora algérienne en France et qu'il y a aussi des enjeux stratégiques, économiques, qui sont liés aussi au pourtour méditerranéen et les pays qui entourent l'Algérie, il y a effectivement tendance, pour des autorités françaises, beaucoup moins d'Algérie, à faire le jeu de la politique intérieure en jouant sur la corde sensible que sont les relations franco-algériennes. Et c'est ce qui, d'ailleurs, s'est produit. Ce fut le premier incident lors de la déclaration d'Emmanuel Macron à l'Élysée en présence d'enfants d'Arc, je crois, où il parlait de rente mémorielle, de pouvoir militaire, etc. Et donc, la difficulté pour la France, c'est de toujours regarder l'Algérie à travers le prisme intérieur des affaires intérieures algériennes, pour en tirer bénéfice, et ensuite il faut rattraper le coup. Et c'est ce qui s'est produit entre le moment où Emmanuel Macron s'est exprimé à l'Élysée. Il y a quand même le Figaro qui était là, hein. C'était quand même pas anodin, de la même manière qu'il le fait avec Kamel Daoud. D'ailleurs, je pose la question de Kamel Daoud, est-ce qu'il représente le peuple algérien pour que Emmanuel Macron lui déclare ceci, il ne représente pas le peuple algérien. Ça aurait été bien qu'il le dise directement au président de la République. Et donc, il y a ce jeu effectivement, comme vous le dites, Chaban, de je t'aime moi non plus, parce qu'il y a cette question de relations intérieures françaises, surtout à des périodes précises que sont les élections. Effectivement, ça fait un yo-yo, tout ça. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut savoir parler, parce que moi je dis toujours qu'un État n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis, n'a que des intérêts. Et donc l'État français joue sur ses intérêts, l'État algérien doit défendre évidemment ses intérêts, et l'Algérie ne fait pas ce jeu de la politique intérieure, alors que, et je dois le dire, alors ça va peut-être gêner quelques personnes, au moment où l'ambassadeur
d'Algérie, M. Antar Daoud, avait fait sa déclaration, je dois le dire, bon, je vais l'avouer aujourd'hui, il avait fait sa déclaration quand il disait que ça serait bien que l'Algérie utilise entre parenthèses sa diaspora algérienne. C'est moi qui lui avais soufflé la chose. Donc il y a un moment donné où quand la France, Emmanuel Macron, veut jouer sur la diaspora algérienne, autant faire que faire se peut, autant que ce soit nous, Algériens, qui utilisions à dessein et dans l'intérêt de l'Algérie notre propre diaspora, parce que c'est la nôtre. Gamal Abina, d'abord, d'un point de vue général, ces relations un peu, elles sont très tumultueuses. On sait. Bon, là, il y a eu cette crise géostratégique où on peut comprendre aussi qu'Emmanuel Macron a 90 personnes avec lui. Et puis on rappelle aux téléspectateurs, le 7-8 octobre, on a quand même Elisabeth Borne, première ministre française, qui se pointe avec 16 ministres. Enfin, c'était C'est une rentrée des classes. Une rentrée des classes. Ils sont arrivés avec tous leurs ministres pour essayer de rafler quelques marchés. Un conseil des ministres. Voilà, un conseil des ministres en Algérie, sur Alger. Donc la politique, bon, il est fait référence à un voyage de M. Tebboune en France. Je ne voudrais pas dire, mais il n'y a jamais eu de président, sauf Chadli Benjedid, qui s'est humilié à aller voir Mitterrand, l'ancien criminel de guerre. C'est le seul qui a fait le voyage en France. Alors là-dessus, peut-être sur ces relations en général. On va y arriver justement. C'est important parce que ça donne un curseur. C'est-à-dire qu'en 60 ans, quasiment aucun président n'a accepté d'aller en France. Ça dit des choses. Alors, quand on parle des relations tumultueuses, j'aime pas le terme parce qu'il est vraiment en dessous de la vérité. La relation franco-algérienne, l'Algérie a fini la guerre en 62. Donc, du point de vue de la population, maintenant je distingue le peuple des dirigeants. De la population, la guerre s'arrête, le racisme s'arrête. On parle bien de racisme. La France perd la guerre parce qu'elle perd son dernier empire colonial à cause de l'Algérie. C'est leur dernière défaite. 200 ans de défaite, la dernière est en Algérie. Et une fois qu'ils perdent l'empire colonial, il se passe quoi? Il y a une rancœur avec ce retour de 1 million quand même de pieds noirs. Des juifs d'Algérie qui ne sont pas pieds noirs, il faut le rappeler, il faut les distinguer les uns des autres parce qu'on a tendance à dire juifs pieds noirs, c'est faux. Et donc ils arrivent massivement avec des Français qui ont perdu 30 000 soldats et des centaines de milliers de personnes impactées directement ou indirectement. Il y a à peu près 5 à 6 millions de personnes qui sont directement liées à la guerre d'Algérie et indirectement, c'est à peu près 10 millions. Voilà le théâtre général d'un pays qui a perdu son empire et ce qu'ils appelaient leur terre. Ils croyaient que c'était chez eux. Et donc, quand on perd ça, on a une rancœur qui reste. Elle est tenace. En Algérie, la jeunesse, elle a passé ça. Parce qu'elle pense que bon, c'est fini. Ici, c'est resté inconsciemment. C'est pourquoi l'extrême droite est très forte. Eh bien, quand on dit tumultueuse, on a l'impression qu'il y a des hauts et des bas, ça ne se passe pas bien. Ça ne s'est jamais bien passé. À part avec Jacques Chirac où il y a une petite avancée, Macron a été un espoir qu'il a déçu aujourd'hui. Littéralement, il s'est planté. C'est bien de rappeler qu'il le fait face à un homme qui est largement discrédité. Kamel Daoud, n'oublions jamais les propos détestables qu'il a tenus sur l'histoire de Cologne avec les viols, en disant que les Algériens sont par nature des frustrés, donc des violeurs. C'est ça à qui il a parlé, dans un journal qui est très connoté. Donc j'ai dit simplement, le truc c'est que c'est pas tumultueux, c'est des relations qui sont dégradées, détestables, qui n'ont jamais été bonnes. Et aujourd'hui, le seul espoir d'un homme qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, qui n'est pas une famille de gens qui ont un rapport avec l'OAS ou avec la guerre, eh bien cet homme, parce qu'il est sous pression de conseillers comme Sarkozy, cet homme dit quoi? Il nous dit « je ne ferai jamais la paix ». Alors je vais juste conclure rapidement mon propos. Les Français et les Allemands ont réussi à faire la paix parce que les Allemands ont été condamnés pour leurs crimes de guerre, d'accord ? Jugés, exécutés pour les plus importants au tribunal de Nuremberg. Et donc cette condamnation, ces enquêtes et ces conclusions ont conduit à ce que Adenauer puisse parler tranquillement aux Français pour faire la paix parce que les crimes ont été condamnés. Les Français nous disent quoi? Pas de condamnation, les accords d'Évian, pas de crime, pas de punition, pas de reconnaissance, pas de demande de pardon. Ça commence à faire beaucoup quand même. Alpha Ben Mamad, d'abord une réaction sur ces relations. Et puis, est-ce qu'Emmanuel Macron, il a échoué ou est-ce que c'est peut-être stratégique? Un crime contre l'humanité en 2017, avant d'être élu aux côtés de Khaled Drani, qu'on salue, qui est un confrère. Et puis, du coup, moi, je vais juste prendre d'abord le titre qui dit « Je ne demanderai pas pardon à l'Algérie ». De quelle Algérie parle-t-il? Du peuple ou du régime? Donc, si tant est que je peux me prévaloir d'être un citoyen algérien, donc moi, à titre citoyen, je n'attends pas ses excuses. Voilà. Donc, l'histoire a plus ou moins fait son travail avec un grand H. Donc, maintenant, l'homme est dans la posture. Vous n'en avez pas besoin, vous? Est-ce que vous pensez que que les Algériens, voilà, est-ce que réellement aujourd'hui ils sont dans un temps... Je rebondis sur ce que vous disiez, peut-être qu'en France c'est encore sensible, mais on a l'impression tout de même que le pouvoir algérien entretient un peu cette histoire. C'est vrai qu'il faut travailler son histoire, il faut vivre avec et faire des recherches. Mais... Moi les choses, excusez-moi, les choses sont claires dans ma tête. Mon grand-père a fait partie de la dernière fournée qui a fait Verdun, il y a survécu. Il a été exécuté en 1959 par l'armée française, l'armée régulière. Donc
Alors, il y a quand même un enjeu autour de cette question dans le discours politique des deux pays, je veux dire. C'est une variable d'ajustement dans le discours politique. À l'approche des élections, c'est toujours le même. Il faut pas s'étonner outre mesure que quand vous voyez le ministre des anciens combattants algériens qui finit ses jours à Aix-en-Provence. Donc ce n'est pas un problème, mais je pense que la dimension de la variable d'ajustement dans le discours politique est très importante. Mais ce que notre ami a soulevé, c'est que l'impact sur la société française aussi, c'est une société où le travail de mémoire n'a pas été fait. Hein. Au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas s'étonner de retrouver le préfet de la capitale française, qui était un ancien collabo très connu. Vous avez les hommes politiques d'après-guerre ont eu des accointances avec... je ne parle pas des amis qui a été condamné d'ailleurs. Oui, mais très tard. Très tard. Protégé par Mitterrand. Il ne faut pas oublier que c'est lui-même qui a dirigé tous les plans, tous les Algériens qui ont été repêchés, qui ont disparu les 2 dernières années du conflit avec l'Algérie, on les lui doit, surtout dans la région parisienne. Oui, 17 octobre 61. Voilà, entre autres. Et puis la gestion sécuritaire pratiquement le quadrillage sécuritaire de toute la communauté à l'intérieur du bassin parisien. Et cela, vous allez remonter... Des couvre-feux racistes, on peut le dire aussi. D'accord, mais ce qui est important, c'est que tout ça, il y a une approche scientifique qui est à la base. Je vous invite à lire une thèse de doctorat d'État qui a été faite par Mathieu Rigouste à Paris 8, qui s'appelle la figure de l'ennemi intérieur. C'est quelque chose qui apprend énormément. Vous avez une institution qui est honorable en France, qui s'appelle l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous avez tous les schémas sur lesquels on bosse depuis à peu près... fin des années 40, pratiquement tous les premiers ministres, tous les ministres, toutes les personnes importantes passent par là. Donc ça ne tombe pas du ciel. Donc il y a une gestion. Emmanuel Macron est le produit de sa génération. Il fait de la communication. Quand il parle du cas de l'Algérie, il fait de la communication. Comme vous l'avez bien souligné, il n'est pas concerné pas du tout par ce conflit. Peut-être à plus ou moins de degré de collatéral, mais il n'est pas concerné. Mais il en fait un sujet de communication. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que fait-on de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on en fait de l'autre côté? Il y a aussi une capacité de résilience dans notre société qui est réelle. Vous avez encore quelques personnes qui en vivent, c'est un fonds de commerce aussi chez nous, donc on fait de la France la mère de tous les maux. Hein. Voilà. Je sais que vous allez réagir, Jamel Ghessim, vous avez pris des notes. Emmanuel Macron, l'Algérie constitue un risque politique. De quel risque parle-t-il? Et il parle d'une réelle volonté du président algérien d'entamer de nouvelles étapes concernant ses relations, aussi cette rente. Mais on n'a toujours rien du côté algérien aussi. Hein. Abdelmajid Chekhi qui devait faire un rapport, on n'a toujours rien vu aussi. Alors, il y a une volonté, j'aimerais bien que vous me disiez un peu quels sont ces risques politiques aussi, dont parle... Alors, tout d'abord, deux points très rapides qui ont été évoqués par vos invités. Gamal, là je suis parfaitement d'accord, parce que le principe de la justice, pour avoir travaillé en prison des années, c'est que pour passer une étape, la victime doit être reconnue en tant que victime, c'est le principe même de la justice. Quand il n'y a pas de demande de pardon et de condamnation, c'est ce que tu as dit Gamel, c'est effectivement vrai, une victime qui n'est pas reconnue en tant que victime, ça fait le lien avec ce que vous venez de dire, Chaban, ne peut pas avancer. Et donc il y a cet état de fait que le peuple algérien, ne se reconnaissant pas victime parce qu'il n'y a pas eu de condamnation, est un fait important. Le deuxième élément que je voudrais apporter, c'est qu'il faut se souvenir que la guerre d'Algérie était évoquée sur la sémantique comme étant des événements d'Algérie jusqu'en 2000. Absolument. Jusqu'à Lionel Jospin. Donc, c'est-à-dire que de 1962 à 2000, c'était des événements, comme s'il s'agissait d'un acte de délinquance isolé. Et donc, comment pouvions-nous, le nous est impersonnel, travailler sur l'histoire et la mémoire lorsque la guerre d'Algérie est transformée comme étant des événements? Là où ça vient aussi de l'intérieur, c'est qu'à l'époque de Jacques Chirac, il y avait un traité d'amitié qui devait être signé entre la France et l'Algérie.
Qu'est-ce que les députés français ont trouvé le moyen de faire à ce moment précis? C'est de faire voter une loi qui vante les mérites de la colonisation française en Algérie. De ce point de vue, pour revenir à votre question, Jaban, comment pouvons-nous, nous, de l'autre côté, faire notre travail et là où monsieur a tout à fait raison, sur la question de la résilience, on peut aller vers ce champ-là qui va tendre à désamorcer, pas cette crise, mais ces relations. Mais à partir du moment où le bourreau ne reconnaît pas la victime et n'est pas dédommagé avec un jugement, comme à Nuremberg, effectivement, on ne passera jamais cette période. Et de ce point de vue, l'Algérie, là je fais le reproche à beaucoup de politiques algériens, d'ailleurs qui se planquent maintenant au Maroc, l'ancien président du FLN, qui insultait l'Algérie quand il était président du FLN, mais qui, quand le moyen s'en est trouvé, il s'est sauvé où? À Paris. Et donc, il faut que cette résilience puisse se faire dans un cadre de justice. Voilà ce que je voulais dire et qui me paraît important. Une victime qui n'est pas reconnue en tant que victime gardera cela en elle-même. Le président algérien qui vante les qualités du président français. On écoute Abdelmajid Tebboune. Et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait. Il est honnête. Il est très propre du point de vue historique, très propre, qu'il n'est impliqué en rien dans ce qui se passe entre le... Est-ce qu'une visite est au programme bientôt? Oui, on a discuté, c'est pas exclu, c'est uniquement un problème de calendrier. Visite à Paris, hein, c'est ça. Visite à Paris, même la visite du président Macron ici. Alors, évidemment, il s'est passé quelque chose. Parce que s'il y a une visite, bon, c'est entendu que s'il y a une visite, ce sera une visite d'État. Évidemment. Ce ne sera pas une visite de travail. Les conditions de Covid, les conditions ici et là-bas sont-elles favorables à des contacts avec les masses, avec ceci, avec cela, avec cela? Nous sommes en train d'étudier. Puis, le calendrier étant très chargé ici, vous savez qu'une visite demande une absence d'au moins une dizaine de jours, le temps de préparer, de la faire. Et je pense que 10 jours, ça compte énormément dans mon calendrier pour accélérer le processus démocratique sur lequel on est engagé. Voilà, on aurait pu on diffusait plusieurs, on avait François Hollande qui nous parlait de l'alacrité de l'ancien chef d'État, Abdelaziz Bouteflika qui était très malade à l'époque, mais il nous parlait d'une alacrité. On aurait pu entendre Chirac, Mitterrand, plusieurs présidents. Messieurs, on vient d'entendre sur une éventuelle visite d'Emmanuel Macron, bien évidemment depuis Emmanuel Macron est allé en Algérie. Sincèrement, vu Boukhalifa Ben Mammar, vous avez vécu au cœur, alors je sais que vous avez fait aussi le Hirak d'une certaine manière, pas tous les dimanches, mais Boukhalifa Ben Mammar, vous étiez encore dimanche dernier avec le soutien de Hassan El Qadi, samedi dernier, pardon, au Trocadéro, ces millions d'Algériens qui étaient dans la rue, serait-ce que 1%, est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passerait si le chef d'État algérien viendrait en France, selon vous? Comment il serait pris? Est-ce qu'il peut venir, ce président algérien qui a du mal tout de même déjà à s'offrir des bains de foule en Algérie? C'est une réalité. Il y a un tel niveau, enfin, il pourra faire l'objet d'une crispation, je dirais, très intelligente. De toute façon, aujourd'hui, les capacités d'organisation pour je ne dirais pas pour s'aborder, parce que l'ensemble de nos concitoyens qui sont fortement impliqués dans ces manifestations ont évolué politiquement, sont beaucoup plus critiques. Ils savent que les espaces publics doivent s'utiliser et s'usiter de manière très intelligente. Ils savent que sur le terrain de la communication, il faut s'organiser, ne pas rater son coup. Je pense qu'il sera lui-même déjà surpris par la nature de la riposte qui va s'organiser, et ce sera un problème pour l'autre. C'est celui qui accueille qui doit gérer tout ça. On a deux pays même différents en termes d'état de droit, démocratique, terre d'accueil. Je pense que même s'il y a un débat sur la démocratie en France, mais je pense qu'on peut dire clairement qu'en France, c'est un état démocratique, il y a des problèmes de détenus d'opinion. On a deux états. Emmanuel Macron nous disait que le président algérien était plutôt sensible à la question de la liberté de la presse. Est-ce que ça pourrait
pas créer aussi des crispations, des incompréhensions, de la colère, où ces deux chefs d'État vont se retrouver autour d'un café à discuter, alors que de l'autre côté de la Méditerranée, on a quand même... Vous savez, vous prenez un très bon lycéen en terminale, vous lui demandez de faire une analyse des éléments de langage, vous allez trouver que c'est de la langue de bois pure et dure. Hein. Donc c'est vraiment... les mots sont choisis au cours d'eau, ils sont... Il dit ce que tout un président avec un représentant d'une dictature est censé dire, sans plus. Donc il faudra qu'il ménage le chou et la chèvre. Vous savez, quand un président d'une puissance démocratique se rend dans une république, excusez-moi du terme, qui n'est pas loin d'être bananière, quand il part avec tout son staff, c'est pourquoi? C'est pour faire du business. Le reste, c'est du bullshit, hein, donc il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Donc on est en représentation, en perpétuelle représentation, on va aller signer des contrats, on va aller signer des contrats, et on va aller signer des contrats. Donc quand vous y allez, et que... Je vais vous dire, ce qui est choquant quand même, c'est que quand Blinken est parti en Algérie, donc en guise d'offrande, le pouvoir en a libéré 60. C'est quand même, il y a une asymétrie qui démontre que quand même que l'aplaventrisme n'est pas quelque chose qui gêne nos gouvernants, mais regardez aussi comment se font les rapports avec la France, entre l'Algérie et la France. Donc aujourd'hui, je pense que l'État français a choisi, je ne parle pas de la société, je parle de l'État français qui a choisi son camp dans ce bras de force qui est entamé depuis 4 ans par les Algériens. Donc ils ont choisi leur camp. Donc c'est celui du business, celui des affaires et celui des intérêts. Ça l'a toujours été. Il y a un compte entre l'État français et les Algériens qui n'est pas soldé au-delà de la dimension de la guerre d'Algérie. Je ne pars pas très loin. En 87, il y a un opposant algérien qui a été flingué à Paris par un Macron. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était en pleine cohabitation. Ça veut dire que les intérêts transcendent les identités politiques pour la raison d'État. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de situations comme ça. Jamal Abina, une réaction sur la visite du président algérien avec le contexte qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'il viendrait chercher selon vous Je ne suis même pas sûr qu'il vienne en réalité, parce que la question qui se pose, Macron dans cette interview, je l'ai lu en entier, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque plusieurs éléments. On parle d'éléments de langage pour le coup, moi j'aime pas le terme parce que je trouve que c'est les mots fourre-tout à la mode, mais bon, quoi qu'il en soit, il est très malin dans son expression. Il dit par exemple que l'interview qui avait été retranscrite dans Le Monde a été exagérée, qu'il n'a pas été aussi loin. Donc déjà il calme un peu le jeu et en même temps à la fin il nous dit si on reconnaît les crimes, c'est un solde de tout compte. Bon, c'est un vocabulaire de comptable assez ridicule. Si on reconnaît les crimes, ça améliore la relation, ça relance la relation, ça ne bloque pas la relation. Déjà c'est une formulation qui était assez hasardeuse. Ensuite, pour répondre à la question du trauma collectif, parce qu'il y a un trauma collectif. Et on le connaît ce trauma, on le voit bien, les Juifs l'ont connu aussi, de dire on ne reconnaît pas le crime, donc il n'y a pas de crime. Et le problématique en Algérie, c'est que même si les gens n'en parlent pas, ça reste quand même coincé. Alors quand M. Tebboune dit Macron est le meilleur interlocuteur, au départ il a raison, puisqu'il a fait les sorties tonitruantes, on se rappelle en 2017, puis après il recule. Parce que là, il y a une société française extrêmement bloquée, je parle de l'extrémisme de droite et la droite classique, qui met le paquet pour empêcher la reconnaissance des crimes. Donc s'il vient en France, évidemment qu'il n'y aura aucun problème. D'abord parce que c'est l'État français qui va le recevoir, donc les risques sont marginaux. Et ensuite et surtout parce que c'est des visites d'État. Macron n'a pas fait de visite d'État, je le rappelle. Hein. Sa visite d'ailleurs, c'est une visite de courtoisie. On savait, on est d'accord. On en a parlé, c'était très ambigu. Hein. Il a été reçu par les plus hauts responsables de la sécurité. Dans les faits, c'est l'État, mais il a dit que ça n'était pas une visite d'État. Il y a eu plusieurs signatures, je crois qu'il y a eu une quinzaine de signatures. Nous sommes d'accord, c'est visite d'État, c'est vrai, il est allé à Oran, il ne le dit pas. Il est allé à Oran écouter du rail, mais il a quand même vécu des moments très, très protocolaires. Chabet, je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne dit pas que c'est une visite d'État. Oui. C'est quand même très particulier. Donc ça donne l'impression que c'est un copain qui va voir un copain, c'est pas le cas. C'est une visite d'État. Après il envoie sa fournée de ministres, 16 ministres pour essayer d'avoir les marchés. Mais il faut se rappeler les rapports internationaux. Aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, ça a accéléré le rapport de force où des pays qui sont infréquentables, comme l'Arabie, est occupé par la famille saoud. Il y a quand même un criminel qui a été condamné, il y a une enquête qui a été conduite, où il a fait découper un type en morceaux. Personne ne voulait lui parler. Aujourd'hui, ça devient infréquentable. C'est-à-dire que le rapport d'État, et c'était évoqué à l'instant, les rapports d'État-État sont les rapports d'argent et d'intérêt. Donc c'est vrai que les intérêts dépassent complètement les principes humains. Le rapport de force dans la politique. La question du solde de tout compte.
dire effectivement que s'excuser, ce serait s'empêcher de... c'est, de mon point de vue, de l'insubordination intellectuelle. C'est-à-dire qu'on met complètement les choses à l'envers. On ne se dit pas que la notion de demande de pardon permet d'avancer ensemble et de diminuer. Moi, par exemple, qui suis né en France, j'ai autant de véhémence que si j'étais né avant la guerre d'Algérie et l'avoir vécu. Donc ça, la transcendance, elle est là. Quelle magie s'opère pour que tous les Algériens, même ceux qui sont nés en France, ressentent cela. C'est quand même quelque chose de particulier. Sur la question, faut avouer, à moitié pardonner. Voilà, à moitié, c'est ça. La France se fout de la liberté d'expression, etc. C'est ce que je disais en préambule. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Sur la question de la République, la République bananière, c'est ce que monsieur avait dit tout à l'heure, je l'ai soulevé très rapidement. Je veux dire que n'est pas non plus une grande démocratie comme la France qui vote des lois pour interdire des journalistes à filmer des policiers. Donc la République bananière, voilà. Ou Georges Ibrahim Abdallah, on peut en parler exactement, aussi. Exactement, 82. Donc les choses sont complètement retournées, c'est-à-dire que au lieu de lui permettre d'avancer, d'ailleurs la visite le 19 mars, parce que c'est dont il avait été question. La visite de Tebboune le 19 mars, ce serait absolument une catastrophe. Parce que le 19 mars, en général, c'est réservé, c'est le cessez-le-feu, c'est réservé, entre parenthèses, à la partie française, bien sûr. À la partie française et au harkis. Donc vous imaginez le protocole, parce que une visite d'État répond à un protocole bien particulier. Une visite à l'Assemblée nationale. Donc c'est très très particulier. Que le président Tebboune se retrouve, pas nez à nez, mais conjointement avec des harkis, là ça va exploser. Donc il est aussi question ça me choquerait pas ça. Non, que la visite se fasse plutôt début mars que le 19 mars, c'est ce qui a été évoqué. Messieurs, question de fond, il nous reste 12 minutes. Sincèrement, depuis 62, soyons clairs, la France, peu importe le président, alors un président tout jeune, il est né en 77, en décembre 77, c'est à l'échelon de cette indépendance territoriale, comme l'appellent plusieurs militants, est-ce que réellement les Français sont prêts à ce qu'il y ait un pardon, à ce qu'il y ait une reconnaissance de crimes en 2-3 minutes chacun? Ils doivent être aidés politiquement. C'est-à-dire que le pouvoir politique doit justement faire ce travail. Vous savez, en sociologie, une des difficultés majeures dans tout processus, c'est d'accompagner au changement. L'accompagnement au changement est très difficile. Et de ce point de vue, si effectivement dans les générations à venir, parce que la génération de ceux qui ont vécu en Algérie disparaîtront d'ici 5 à 10 ans, 50-10 ans maximum, il n'y en aura plus. Donc accompagner aussi les enfants dans cette... pas revoir l'histoire, mais voir l'histoire et aller vers cette notion. C'est une histoire qui pose aussi problème dans les bouquins scolaires, qui n'existent pas ou très peu, parce que ça suscite le professeur d'histoire géo, il est là en train de... ça suscite... Au même titre qu'en Algérie, sur les manuels d'histoire, on ne sait pas ce qu'était l'Algérie avant 1830. Et ça, c'est notre problème. La question des guerres est très documentée. C'est documenté, c'est une histoire nationale. Elle est documentée. Par contre, j'ai envie de dire un truc simplement pour vraiment donner un état général. On sait, le monde sait, les Algériens, le monde sait que le pays du coq à l'ergot rouge sang a un ego surdimensionné. Je vais expliquer mon propos. S'ils ne sont pas capables de dire, nous avons été, ils l'ont fait pour le Veldiv, mais c'est Chirac, c'est pas la France, c'est Chirac à titre individuel qui a eu ce courage. S'ils ne sont pas capables de dire, nous avons été des criminels en Algérie pendant, et la guerre, quand on dit la guerre d'Algérie, ça me gêne, les guerres d'Algérie, ça ne s'est jamais arrêté. Ça a commencé à l'entrée, au milieu, à la fin, ça ne s'est jamais arrêté. Saigner un territoire, alors je donne le chiffre rapide, entre 4 et 6 millions d'individus ont été exterminés pendant 132 ans. Les gens pensent à 1,5 million, et même si on retient les chiffres français, vous allez voir un peu à quel point c'est abyssal. Même si on accepte les chiffres de certains historiens français qui minorent l'importance du nombre de morts, ils parlent de 300 à 400 000 morts, ça fait 600 morts par semaine, chaque semaine, pendant 7 ans et demi. Le rythme de mort est équivalent à Oradour-sur-Glane. Donc il faut comprendre que cette guerre est un massacre de masse considérable et on ne peut pas dire ça n'a pas existé, on met ça sous le boisseau. Donc c'est vrai que si on veut pacifier, moi je parle de pacification des relations et pas la pacification à la française avec les armes, une pacification des relations entre ces deux pays qui sont deux grandes puissances, quoi qu'on en dise, l'Algérie est une puissance en devenir, la France est une puissance certes en déclin mais c'est une puissance, s'il n'y a pas cette pacification ça ne se passera pas bien. Et si on n'écrit pas la page d'histoire, on ne peut pas la tourner. Alpha, normal. Moi, si vous voulez, je pense que toutes les invasions où il y a une dimension de création d'empire,
il y a toujours une écriture biaisée de l'histoire, parce qu'il y a toujours les vainqueurs qui l'écrivent, d'une part, mais d'autre part aussi, à partir de l'indépendance d'Algérie, il y a eu une confiscation de la mémoire et de la symbolique par le régime qui est arrivé, parce qu'il n'avait ni la légitimité réellement historique, puisque la plupart des gens qui sont retrouvés à la tête du pouvoir n'avaient pas fait le front intérieur. Ils sont arrivés des frontières, y compris le chef de l'état-major de l'époque, qui avait fait 5 mois pour ne pas le nommer, Mohamed Bouharouba alias Boumediene, qui a fait 5 mois de maquis, s'est retrouvé avec le grade de colonel, parachuté sur des bases qui étaient au Maroc. Donc vous avez l'écriture du récit national en Algérie, il a obéi à quoi? Il a obéi au même, c'est-à-dire qu'il a été asservi pour justifier la présence d'un régime. Et comment voulez-vous d'abord réconcilier les Algériens avec leur propre histoire? Ça, c'est un problème. Il y a le fait Amazigh qui, déjà, lui, pendant au moins les 50 premières années de l'indépendance, a été complètement nié. Donc là, on crée pas qu'une césure, mais c'est carrément une fracture dans la mémoire de cette société. Et puis, vous avez aussi des mécanismes qui viennent en réaction. Alors, le trauma de la guerre d'Algérie, des guerres d'Algérie, comme vous l'avez si bien dit, la conquête a été violente, a été d'une violence inouïe. Il ne serait-ce qu'à voir l'époque, ce qui s'écrivait à l'époque déjà. C'était voilà, exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons même des questions, nous avons beaucoup d'universitaires qui se posent des questions depuis une trentaine d'années sur ce qu'ont été les conquêtes avant l'arrivée des Français. Elles ont toutes obéi à un schéma identique, y compris ce qu'on a appelé les futuhat islamiens, qui n'en étaient pas des futuhat, qui étaient aussi des conquêtes. Donc les premières exactions, c'était, une fois qu'un territoire était annexé, c'était de prendre, que chacun prenait son quota de femmes et d'enfants. C'était pour en faire... voilà, c'était... Donc si vous voulez, donc, il y a aussi le regard propre de l'Algérie sur sa propre histoire, sur ce qu'elle a été, donc il faudrait qu'elle ait un regard apaisé là-dessus. Et aussi, je pense que c'est à nous d'entamer ce travail-là, parce que si on attend les Français, ils ne vont pas le faire. Alors, si on attend les Français, ils ne vont pas le faire. Transition toute faite, je voudrais qu'on termine quand même sur les dernières minutes qui nous restent, sur la responsabilité pédagogique. On en a parlé, je crois, dans une émission, Djamal Guessoum aussi, et puis peut-être avec vous aussi, la responsabilité pédagogique du pouvoir algérien. On ne va peut-être pas citer ici tous les moments historiques qui ont marqué l'Algérie, 80, 88, 62, 91, 92, les émeutes de 88, aussi cette période de 2019, parce qu'à un moment donné, il faut écrire, il faut conférencer là-dessus. On a l'impression tout de même que de l'autre côté, la rente et l'histoire, je vous le disais tout à l'heure, Abdelmajid Chihri, M. Chihri devait pondre un rapport. Le rapport Stora, il est ce qu'il est. On le critique pas, mais il y a eu un travail de fait. Abdelmajid Tebboune a annoncé dernièrement qu'il y allait avoir ce travail, mais la responsabilité maintenant du pouvoir en termes de pédagogie, d'enseignement, les jeunes, vous dites réconcilier les Algériens avec leur propre histoire. Quand est-ce que justement cette culture, cette éducation nationale en Algérie va se bouger? Je pense que ce travail pédagogique... Puisqu'il n'y a pas vraiment une volonté de tout fermer aussi, peut-être. Mais je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses, éléments. La question de la pédagogie s'impose de fait pour accompagner nos jeunes générations, nos futures générations dans l'histoire qui est la leur et s'approprier leur propre histoire. Elle est même consubstantielle. Bien sûr, mais là où j'ai une difficulté, c'est que en ce qui concerne l'Algérie, l'histoire algéro-française, être dans la pédagogie alors que ce fait n'est pas encore réglé, qu'il n'y a pas eu de justice de rendu, va être quelque chose de très difficile. Là où je reproche aux autorités algériennes de ne pas faire ce travail de pédagogie, et effectivement, Chaban, nous l'avons évoqué, c'est la question de la majorité de l'Algérie, de son histoire, de s'approprier cette culture qui est vraiment centrale et qui est l'ADN. C'est l'ADN de l'Algérie. Et donc, et notamment sur ce qui s'est passé en Algérie avant 1830. Donc, je reproche aux autorités algériennes de ne pas faire ce travail. Mais je ne peux pas lui reprocher sur la question algéro-française tant que justice ne sera pas rendue. Alors, il y a une volonté ou pas, sans spéculer vraiment en étant, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'on n'a plus de dossiers, est-ce qu'on n'a pas les compétences aussi au ministère de l'Éducation, ministère qui gère un peu cette culture historique, etc. C'est quoi? C'est une volonté de tout camoufler ou est-ce que... Il y a plusieurs éléments qui s'inscrivent là-dedans. Malheureusement, en Algérie, on sait que l'incompétence crasse arrive dans pas mal de ministères.
On l'a vu avec l'ancienne ministre pas de l'éducation, mais de la culture, qui était quand même extrêmement nulle, il faut le reconnaître, et qui aujourd'hui dort tranquillement en prison, d'après ce que j'ai entendu dire. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a à la fois de l'incompétence, de la volonté de cacher et de la négation de l'histoire. On prend un exemple très concret d'un personnage, ça a été parlé sur la question de la mazérité, qui était une erreur monumentale. La révolution a dû aboutir à quelque chose de positif et non pas d'exclusif. Sur l'arabité, c'était une grave erreur. Sur la question de Messali Hadj, il a eu ses heures et ses malheurs. Il a voulu composer, on lui a reproché. C'est un héros de la Révolution, qu'on le veuille ou non. C'est la naissance du sentiment national vient de lui. Ça pose problème pour beaucoup là-bas, c'est pas écrit. Ensuite, la question des massacres de masse qui ont eu lieu, ça a commencé par la France, on le sait, mais pas seulement. En 88, c'est un massacre de masse, il ne faut pas l'oublier. Toutes ces choses-là ne sont pas documentées parce que c'est vrai que ceux qui tiennent à pouvoir, et on l'a vu en France en 2005 pour ces bienfaits de la colonisation, encore une fois, l'État s'arrange le droit de faire de l'histoire. Eh bien non, l'État ne doit pas faire de l'histoire. L'État doit demander aux historiens de faire de l'histoire et produire l'histoire aux établissements scolaires par le ministre de la Culture, mais ministre de l'Éducation nationale. La problématique qui se pose, c'est est-ce qu'on va, oui ou non, la faire cette histoire, et non pas une histoire mythifiée ou exagérée, mais une histoire réelle. Boukhalifa Ben Lamal, il y a toutes ces périodes historiques qu'on peut citer. Il y a aussi ces enquêtes dont on n'a pas de réponse, qui était à Ben Ramadan, qui a été Krember Qassem, qui a été Marto Blounès aussi, ça a été un chanteur, il a été assassiné. On cache, on a l'impression qu'on doit tout camoufler, et de génération en génération, vous le disiez, maintenant c'est vrai que les personnes âgées grandissent et elles sont amenées, la vie le fait, de disparaître. Pourquoi, à un moment donné, en Algérie, on manque d'éléments, on manque de transmission? Il y a ça, et puis il y a aussi les délimitations du champ du pensé et de l'impensé. Vous prenez une société comme la France, où vous avez quand même des barons qui vous limitent ce qui est pensable et ce qui est impensable, et vous imaginez une société comme la nôtre, ce qui est impensable et ce qu'il est. Donc, au fait, toute proportion gardée, on obéit au même schéma des deux côtés de la Méditerranée. Les questions, la question, vous prenez une simple question, faire nation. Aujourd'hui, si vous en parlez en Algérie, oui, il y a un fait parce que l'écriture... Il y a la légitimité aussi. Est-ce que demain, le pouvoir algérien, il y a un degré d'illégitimité de la part du pouvoir vis-à-vis de certains Algériens, ils sont quand même nombreux à le dire, hein. Pas tous certes, mais nombreux. Est-ce qu'il y a ça aussi, il y a cette crise de confiance, de recevoir des informations, de les accepter? Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Oui, mais sauf qu'aussi dans l'émancipation de la société ne passe pas uniquement par les droits politiques, mais c'est aussi la capacité d'une société d'aller chercher son histoire, c'est-à-dire de maîtriser son monde universitaire, de pouvoir produire du sens et de la réflexion, de pouvoir donner des outils qui permettent d'analyser aussi. Donc ça, on est empêché. Mais je vous dis, toute proportion gardée, vous avez un système français dont on s'est largement inspiré en Algérie. Donc vous avez des mandarins dans le champ de la recherche médicale et ainsi de suite. Mais c'est pareil, vous avez des chaires d'histoire qui sont dirigées par des... voilà. Et puis il faut dire aussi la triste réalité, l'enseignement algérien a été une concession qui a été faite au courant conservateur le plus rétrograde en Algérie depuis l'indépendance. Donc vous n'attendez pas que ça produise un quelconque résultat. Merci, vous avez noté un élément, Djamel Guessoum, vous avez le chrono en face de vous, il reste 30 secondes. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que sur la question une problématique qui existe en Algérie, c'est la question de la gouvernance. Et par exemple, si on pose la question à n'importe quel Algérien qui est ministre 2, personne ne sera capable de vous dire parce qu'il n'y a aucun charisme, aucune volonté politique. Les ministres, un à un, n'existent pas. Une petite note positive, Tahir Jazair quand même. Tahir Jazair et une grande mémoire à Hawari Boumedine, rahimahullah. Merci, c'est vrai qu'on entend très peu les ministres, les députés, enfin il n'y a pas de bain de foot, ils ne sont pas médiatisés d'un point de vue négatif ou positif. C'est vrai que c'est un élément important. Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous. Boukhalifa Ben Lamal, plaisir de vous recevoir à chaque fois. Et pareillement pour Djamel Guessoum, merci pour votre fidélité. Le programme continue sur El Maralbia. Merci à toute l'équipe en régie, merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous.